Bonjour à tous. Donc, on avance aujourd'hui sur les formations à distance, le complément de formation à distance sur les Charlie robots. Donc, un plus gros morceau que l'usinage, le tournage. Donc, on va passer voilà, l'heure qui vient ou l'heure et demie ensemble à reprendre pas à pas là, les process pour faire fonctionner le Charlie 4T. Donc, Fabien de Rogel, le formateur chez ERM, et Grégory Basile, ingénieur d'application chez Méca Numérique. Ce sont eux qui vont animer le webinaire. Comme la dernière fois, vous pouvez poser des questions dans le panel en bas à droite, et puis je les retranscrirai ou on les retranscrira au fur et à mesure pour vous apporter les explications. Voilà, donc n'hésitez pas à contribuer par écrit. Fabien et Grégory, je vous laisse la parole. Ok, Grégory, à toi l'honneur. Donc, bonjour, moi c'est Grégory, je travaille chez Méca Numérique et je vous montrerai la partie machine. Donc, j'ai une petite tablette qui filme la machine et l'ordinateur. Et Fabien va vous présenter la partie sur le logiciel. Et puis, bon, on sera interactif à tous les deux pour vous montrer le déroulement d'une pièce complète. Donc, Fabien, je te laisse commencer sur le logiciel et après, on basculera sur la machine. Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, j'étais intervenu auprès des différents lycées pour les formations sur les tours et les fraiseuses. Donc, avec les retours d'informations, on a un petit peu regardé les difficultés rencontrées. Alors, pour commencer, j'ai vu dans les messages, donc au niveau des installations, des liens, etc., les procédures d'installation ont déjà été faites. Elles vont être, je pense, diffusées d'ici peu, dans lesquelles on vous rappelle absolument toutes les indications. Donc, les liens de téléchargement pour les logiciels, les procédures d'installation pour chaque logiciel, où trouver vos numéros de série Visual CAD. Et si vous ne les avez pas, il suffira d'envoyer un mail à ERM ou à Méca Numérique et vous les récupérez aussitôt. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Au niveau des logiciels, donc pour faire un bref rappel, donc, pour utiliser le tour, il y a plusieurs étapes. Donc, la première, c'est créer une pièce. Donc, ça, je pense que tout le monde avait compris la chose. Donc, on les dessine en général sous SolidWorks en ce qui concerne les établissements. La pièce, on va l'exporter au format step, .step, tout simplement. Et à partir de là, les différentes opérations sont d'importer la pièce dans le logiciel Visual CAD. Le logiciel Visual CAD CAM, il permet de préparer l'usinage de la pièce et de générer, grâce à ce qu'on appelle un post-processeur, le code ISO qui va être injecté à la machine via le petit logiciel Gpilote. Donc Gpilote, c'est celui qui est en lien directement avec la machine, donc avec le tour ou la fraiseuse. Donc pour aujourd'hui, ce sera le tour. Et Visual CAD, donc il fait tour et fraisage, il fait les deux. Lui, il vous permet de préparer la pièce et les opérations d'usinage. Donc, au niveau de l'import d'une pièce, c'est relativement simple. Donc, c'est un petit mémo. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton « Ouvrir », d'aller sélectionner. Donc là, vous ne verrez pas, parce que moi, si vous verrez sur la fenêtre, d'aller sélectionner. Donc ici, j'ai une pièce qui était en .step. Et une fois qu'elle est ouverte, elle va apparaître ici dans l'espace de travail. Alors, de temps en temps, selon comment la pièce a été dessinée, on rencontre un petit problème de placement de pièce. Et il faut que la pièce soit correctement placée dans le plan pour pouvoir être reconnue en tant que profil de tournage. Donc, pour ceux qui l'ont oublié, il faut juste être certain que la pièce dans l'alignement, elle soit bien traversée par le petit filet rouge que vous voyez ici, donc par la trace rouge, qui représente l'axe Z. Si, par mésaventure, la pièce arrive, alors on va faire par exemple un Y comme ça. Si la pièce arrive et qu'elle est décalée, il suffit d'aller dans le petit bouton pièce, orienter la pièce, et vous pouvez choisir de l'aligner différemment, soit en cliquant sur différentes flèches. Donc là, en fait, il faut cliquer à chaque fois puis vérifier comment vous êtes tout simplement placé. Ou alors, en travaillant par axe, c'est un petit peu plus simple à l'usage, en cliquant, donc là, je vais remettre moins, et en choisissant les axes X, Y et Z pour faire pivoter la pièce. Voilà. Une fois que la pièce est positionnée convenablement, à ce moment-là, on peut demander au logiciel de reconnaître le profil de la pièce. C'est la première étape à faire. Sans ça, on ne peut pas aller plus loin. Donc, étape numéro 1, c'est importer la pièce. Seconde étape, c'est la placer correctement dans le plan de travail. Et une fois qu'elle est placée dans le plan de travail, faire reconnaître son profil. Donc ici, on retourne sur le petit bouton pièce.
on va choisir sélection tournage, donc sélection du profil de tournage. Et quand on clique dessus, on va sélectionner tout simplement les surfaces ou solides. Donc on clique sur la petite flèche. On va sélectionner sa pièce en entier. Alors on peut la sélectionner soit en cliquant dessus, soit en dessinant un carré autour. Et une fois que c'est fait, pour le valider, on fait soit un clic droit, soit on appuie sur la touche Entrée. Là, j'ai appuyé sur Entrée, donc il m'a bien reconnu tous les profils et il me suffit de l'enregistrer. Donc cette étape est relativement simple et à portée vraiment de tout le monde. Ici, je peux voir que j'ai mon profil qui est reconnu par l'apparition de la petite ligne orange. Donc elle, c'est vraiment le profil de tournage. Tu peux faire un double-clic sur Vue ISO. Comme ça, on aura toutes les vues à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Encore à gauche. Là où? Toi, tu es où, toi? Là où il y a marqué Vue ISO, en haut à gauche de la fenêtre. Alors attends, parce que moi, avec mon écran, mon écran est splitté en fait. Décale un petit peu à gauche là. Ouais. Pardon, ouais. Là, voilà, double-clic là. Voilà, pardon. Voilà. Comme ça, on voit bien donc, ce que disait Fabien tout à l'heure, tout le trait orange qui fait tout le profil sur la vue de dessus. Ok, bon. Je suis habitué à SolidWorks, hein, désolé. Hop, voilà. Donc là, du coup, il m'a ramené en vue de dessus, ce sera peut-être d'ailleurs plus simple. Donc, une fois qu'on a le profil de tournage qui est reconnu, il faut qu'on crée un brut donc, pour pouvoir travailler la pièce. Donc, dans l'onglet brut, on peut choisir brut cylindre. Donc, à ce moment-là, on lui demande de créer un brut, on rentre tout simplement les rayons et les longueurs qu'on souhaite. Si on veut quelque chose de plus simple, on va lui demander de faire un brut pièce cylindre et il va vous créer un brut qui s'adapte directement à la taille de la pièce. Alors attention, si vous avez par exemple, un brut qui fait 20 mm, il faut de diamètre, il faudra bien lui spécifier ou 25 ou 30. Donc ici, je prends mon brut directement par rapport à ma pièce et je peux faire un décalage. Donc si par exemple, donc là, ça c'est dans la longueur, disons 5 mm, et il va me le prendre en compte. Et il vous le met sur l'écran, il va vous le valider. Chaque fois que vous cliquez d'une case à l'autre, il va vous le valider. Donc ici, j'ai pris quelque chose vraiment au hasard, hein, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que ça corresponde à votre diamètre de brut réel, c'est-à-dire le diamètre du tube que vous mettez, et en prévoyant toujours au moins 1 ou 2 mm au bout de la pièce. C'est très important. Ça va vous permettre tout simplement de débavurer la pièce, de faire un dressage de face automatiquement. Si le brut est par exemple coupé à la scie à la main, voilà, ou tronçonné directement, ça permettra de rectifier un petit peu la face et de la dresser. Donc mon brut est créé, je le vois ici, et ensuite je vais devoir positionner ma pièce dans le brut. Je peux la positionner à gauche, au centre ou à droite. Alors, en général, on la place à droite, mais si on a un brut qui n'est pas très propre, on peut choisir de le placer au centre ou à gauche. Donc, si la face n'est pas déjà dressée, le mieux, c'est de laisser une petite marge sur la droite de la pièce et le logiciel, au niveau de l'usinage, viendra automatiquement rectifier ça. Donc ici, j'ai placé ma pièce dans mon brut, j'ai créé mon brut. Je peux aller choisir un matériau si je le souhaite. Pour d'autres cas, on n'a pas vraiment besoin. C'est option. Voilà. En fait, ce qu'on a réglé, ce que Méca Numérique a réglé au niveau des outils, permet de travailler tous les matériaux tendres, surtout plastique, éventuellement l'aluminium. Donc ça, après, c'est chacun qui voit, mais les outils sont déjà préprogrammés. Une fois qu'on a fait ces opérations-là, il faut qu'on ait une origine de pièce. Ça, c'est très important. L'origine de pièce, on va toujours la placer sur le brut et le plus à droite possible. Et là, vous voyez que j'ai le point qui s'est sélectionné automatiquement à Z26. C'est tout simplement la longueur de la pièce plus ce que j'ai rajouté en brut. Donc, toujours sur le brut le plus à droite. Si vous faites ça, vous êtes OK. Dès lors que ces informations sont renseignées, on peut commencer à créer des opérations de tournage. Donc, on clique simplement sur le petit bouton tournage. Et ici, on a les différentes opérations de tournage possibles. Alors, selon les versions de logiciel que vous avez,
nous, on a une licence full, vous n'aurez pas forcément tout par rapport à nous, mais vous aurez par contre les principaux. Vous avez l'ébauche, vous avez la finition, vous avez des ébauches de cannelure, des finitions de cannelure, vous pouvez suivre une courbe, créer des filetages extérieurs éventuellement s'il y en a sur la pièce, et vous avez les opérations de séparation. Nous intéresse, et Grégory pourra vous expliquer tout à l'heure, ou je vous expliquerai, on peut faire un copier-coller en fait, d'une opération d'ébauche et la transformer en opération de finition, et inversement. Donc là, on va vouloir ébaucher le contour de la pièce. Donc je clique sur ébauche, et je vais devoir commencer par sélectionner un outil. Alors, tout ce panel d'opérations ici, donc tous les onglets que vous voyez, ils sont très importants. Il faut les vérifier pour chaque opération, pour éviter de faire des bêtises tout simplement, et surtout vérifier qu'on a bien choisi les bons outils et qu'ils ont la bonne numérotation. Donc au niveau de l'installation des outils et autres, c'est Grégory qui vous montrera tout à l'heure sur la machine. Donc nous, on a créé une pièce qui utilise 2 outils. C'est en général les démos que je faisais quand on faisait des formations. On a l'outil à dresser charioter, qu'on a placé en outil numéro 1, et on a l'outil de tronçonnage qu'on a placé en outil numéro 2 sur la tourelle. Donc là, il n'apparaît pas parce que l'outil de tronçonnage, il peut être utilisé. La liste, en fait, propose les outils qui sont possibles à utiliser pour cette opération particulière. Donc ici, j'ai mon outil qui est là. Je vérifie que j'ai bien l'outil qui est enregistré en numéro 1. Si sur ma tourelle, je l'ai monté en outil numéro 3, ce n'est pas bien grave. Je peux cliquer sur « Modifier, créer, sélectionner outil ». Et je peux aller choisir mon numéro d'outil, donc par exemple 1, 2, 3 ou 4, 5 jusqu'à 8. Un 3 ou 4. Et je vais modifier l'outil existant, OK. Et je vérifie, je suis bien en outil numéro 1. Au niveau des avances et vitesses, on m'avait posé beaucoup de questions. Il vous suffit de cliquer sur « Charger depuis l'outil ». Ils sont déjà renseignés. Vous avez une vitesse en surface constante, donc une vitesse de coupe constante, qui est déjà pré-réglée. Le seul paramètre que vous avez modifié, c'est en fonction de la matière que vous avez. Si elle est un petit peu souple, par exemple comme du nylon, ce PVC des fois est un petit peu plus rigide, si vraiment elle est très très souple, vous pouvez réduire la vitesse de travail ici. En fait, les mouvements de plongée, d'approche, d'engagement, de travail, de retrait et de dégagement, ils sont schématisés ici, donc c'est relativement simple. Donc en fait, la plongée, c'est la vitesse d'arrivée. L'approche, c'est quand il arrive à proximité de la zone de travail, il va réduire sa vitesse ou garder la même vitesse. L'engagement, c'est la vitesse à laquelle il va rentrer dans la matière. La vitesse de travail, c'est la vitesse à laquelle il va travailler tout simplement. Et ensuite, il refait la même chose à l'envers, le retrait et le dégagement. Donc, vous, en général, sur les matières que vous avez, qu'on a trouvées dans les lycées, on peut baisser la vitesse de travail à 0,10. Ça marche plutôt pas mal. Et ça évite de tordre la matière, puisque vous avez le boudron qui dépasse du mandrin. Ça évite de le tordre en ayant un mouvement un petit peu trop rapide et trop agressif. Donc, si vous avez la vitesse de travail à 0,10, pensez aussi à baisser la vitesse de l'engagement à 0,10 également. Au niveau des directions, je l'ai rebaissé à 0,10 sur la nouvelle base. Comment? Sur la nouvelle base, je l'ai baissé à 0,10. Ouais. D'accord, OK. Donc, à partir de là, on est OK en ce qui concerne les vitesses et avances. Ensuite, on passe sur les précisions. Donc, la précision, vous avez une tolérance et une surépaisseur. La tolérance, vous pouvez la laisser à 0,01 ou en général, on la met entre 0,01 et 0,03. Et au niveau de la surépaisseur, c'est simplement, comme on fait une opération d'ébauche, on va laisser un petit peu de matière et on finira ensuite, pour faire avoir un joli rendu à la fin, on fera une opération de finition. Donc ici, je laisse mes 0,2. Au niveau des régions, etc., on les a déjà sélectionnées, donc on n'a pas besoin d'y toucher. C'est déjà tout géré. Ensuite, on va cliquer sur les tournages. Des modèles de cas, on le laisse en linéaire. Vous avez ensuite des définitions de passe avec le direction d'usinage qui peut être positif, négatif ou un zigzag.
Ici, par défaut, on va le laisser sur positif. Par contre, vous avez une passe finale de débourrage. Celle-là, il faut bien que vous la gardiez. Il va faire une passe en marche arrière. Ça va permettre, parce que c'est un capot fermé, donc on ne peut pas les débourrer son copeau directement à la main. Déjà, c'est dangereux, mais on le fait en tournage traditionnel. Ça va permettre de relever un peu l'outil et de repartir ensuite en marche arrière. Et ça va vous enlever le grand filament de copeaux que vous avez qui s'enroule très souvent autour, soit de l'outil, soit de la pièce, soit des deux. Au niveau des profondeurs de coupe et des passes, c'est géré automatiquement, donc on n'a pas besoin d'y toucher. Vous avez ensuite ici les onglets entrée et sortie. Idem, c'est quand même plus simple que pour le fraisage. Tout ce qui est entrée, sortie, mouvement de retrait, mouvement d'approche, c'est déjà tout géré par le logiciel. Ensuite, on a la géométrie de dégagement. On la laisse sur automatique avec les déplacements déjà préenregistrés. Le dégagement, c'est en fait quand vous usinez une pièce, que ce soit en tournage ou en fraisage, vous avez le brut, vous avez la pièce qui est dans le brut et vous avez un plan de garde en fraisage et qui est utilisé aussi en paramètre de dégagement pour le tournage. Il est bien représenté ici, c'est-à-dire que vous avez là le diamètre maximum de votre pièce, vous avez le diamètre maximum du brut et vous avez ensuite une sécurité, c'est la distance à laquelle on considère que ce sera entre guillemets, la limite de dégagement. C'est tout simplement, à chaque fois qu'il va faire une opération ou changer d'outil, une opération différente, pardon, ou changer d'outil, l'outil va venir se placer à la distance de dégagement avant d'engager sur une autre opération. Ça permet d'éviter les collisions d'outils tout simplement. Donc par défaut, c'est sur automatique. Si vous voulez l'utiliser en manuel, c'est pour gagner du temps en usinage. Vous n'êtes pas concerné, entre guillemets, par ce détail, tout simplement puisque c'est uniquement en production industrielle qu'on va les gratter sur toutes ces choses-là pour les réduire au maximum, pour réduire le temps d'usinage, pour avoir un meilleur rapport qualité-prix, tout simplement. Donc là, c'est pour tout ce qui est formation, entraînement, on laisse en automatique, ça va très bien, et c'est 6 mm, c'est vraiment très safe. Ensuite, on a les paramètres avancés. On peut transformer des segments qui ont des angles en arcs, avec une tolérance. Si vous avez un profil propre qui a été créé sur SolidWorks directement et que vous avez exporté votre pièce en format step, vous n'avez pas besoin de l'utiliser. En revanche, si vous avez créé un modèle et que vous avez importé un fichier STL, puisqu'il reconnaît quand même beaucoup de formats de fichiers, qui est fait à base de triangles, vous n'aurez pas des courbes à ces endroits-là, vous aurez des tout petits segments avec des petits angles. Le fait de les transformer en arcs en indiquant une tolérance générale dessus, va vous permettre, entre guillemets, d'arrondir les angles, c'est le cas de le dire, et d'avoir un mouvement quand même plus fluide au niveau de l'outil et surtout une finition arrondie et non pas avec des petits angles de partout. C'est relativement moche et puis en plus, la pièce ressemblera franchement pas à grand-chose. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces opérations, il suffit de les valider. Et ici, on voit bien les différents mouvements que va faire l'outil. Je peux éventuellement faire une simulation. Et il commence par cette opération-là. Il va faire un petit profil en laissant une surépaisseur, vous voyez bien ici. Et ensuite, alors normalement, sur la finition, il fera le mouvement en arrière pour aller enlever les copeaux qui restent. Par contre, Grégory, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il n'est pas parti en arrière? Non, parce que tu n'as pas mis zigzag, que positif. On va dans ton opération. Parce que nous, il le faisait automatiquement. Après, c'était bien comme ça. Vous mieux le laisser comme ça. Okay. C'était parce que la fois où tu as dû aller en arrière. Parce qu'il y avait la passe finale de débourrage. Ah non, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, la passe finale de débourrage est cochée automatiquement maintenant. Pardon. Donc, du coup, il relève l'outil avant de retourner travailler. Donc, sinon, il vaut mieux de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Mais ce n'est pas très bien pour vous si vous travaillez de la droite vers la gauche. OK. Hop, erreur algorithmique, c'est moi qui fais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je l'ai régénéré. Alors, si vous avez qu'il y a une erreur, soit dans votre parcours, soit dans la section d'outils, ou la géométrie ou autre, il suffit de faire un clic droit et de faire régénérer. Si l'erreur persiste, il faut redouble-cliquer et vérifier tous ces paramètres.
Donc, outils, avance, précision, ébauche, entrée, géométrie, paramètres. Les vérifier et les valider. Je retourne sur le petit onglet Programme. Soit je crée une nouvelle opération et je vais choisir une finition et je dois tout recommencer. Ou alors, je clique sur mon opération, je la sélectionne en bleu, je fais un copier-coller et elle est là. Je la renomme, c'est comme l'explorateur Windows, donc tournage finition. Hop, pardon. Et il me suffit de retourner ici. J'ai déjà tout qui est paramétré, donc je suis sûr que je ne me plante pas sur l'outil, ni sur les avances, ni autres. Par contre, au niveau des précisions, je vais simplement enlever la surépaisseur. Et si je veux une finition vraiment parfaite, dans les avances et vitesses, je vais réduire ma vitesse de travail. Ici, ce n'est pas nécessaire, mais si vous êtes sur un matériau un peu plus dur, vous pouvez la réduire à 0, par exemple 0,08, 0,05. Enfin, on peut vraiment jouer dessus. L'avantage quand on fait ça, c'est qu'on est sûr d'avoir gardé tous les paramètres, puisque à chaque fois qu'on crée une nouvelle opération et qu'on sélectionne un outil, si on oublie de cliquer sur charger depuis outil, on peut se retrouver avec des paramètres qui ne sont pas forcément bons. Donc là, au moins, ça nous lève le doute. Et on peut vérifier ensuite, tout est pareil, les entrées, les sorties, géométrie de dégagement, les paramètres avancés, on est sûr d'être bon à 100%. Alors regarde, oui, je suis désolé, c'est parce que je fais plusieurs choses avec l'ordinateur en même temps, c'est pas bien. Hop. Alors pourquoi il me le donne? Avance, vitesse constante, chargé depuis outil, précision, tolérance 0,1, on va dire 0, diamètre extérieur, point de début, point de fin, ébauche, tournage. Alors je sais pourquoi, autant pour moi, je vais la supprimer. Je vais créer directement le tournage en finition. Hop, je suis sur le bon, avancer vitesse, charger depuis outil. C'est parce qu'en fait, j'ai enlevé trop de matière, sur épaisseur 100, paramètres de finition, géométrie de dégagement, paramètres avancés. Et là, il me l'a créé. Voilà, autant pour moi. Donc ici, je vois que mon opération est relativement simple. Il va juste faire une petite passe et je peux la simuler en faisant soit un clic droit ici, simulation, soit en choisissant la simulation. Et là, ma finition me la fait en marche arrière. Alors, je pense, peut-être que Grégory pourra me corriger, je pense qu'il a refusé de me faire un copier-coller de cette opération, qu'on utilise beaucoup en fraisage, tout simplement puisque par rapport à la matière que j'ai enlevée sur la première opération, il ne peut pas utiliser les mêmes paramètres de coupe par rapport au mouvement, je pense, d'engagement et autres, puisque j'ai pas assez de matière pour le faire. Ouais, sur les finitions, des fois, il faut redonner le point de départ, point d'arrivée, va dans ton opération. D'accord. Hop. Parce que pour les finitions, il faut dire dans quelle zone on travaille. L'ébauche, c'est vrai qu'il prend le brut et Oui, parce que j'ai la longueur du mouvement d'approche, donc je pense que c'est ça. pas celui-là, non. Hop là. Ça, c'est la sauvegarde automatique. Dans précision, je pense. Précision. Voilà, on donne un petit peu la zone où on veut travailler. Donc, si tu cliques sur la coche là, Ouais. voilà, tu vas cliquer sur la petite flèche. Donc, on va sélectionner en haut, ouais, voilà, en bas à droite et en haut à gauche. Vas-y. Hop, et hop. OK. Et là, on valide. Du coup, on va avoir une trajectoire, tu vois, qui est bien partie d'en bas jusqu'en haut. OK. Et là, il faut vraiment le forcer sur les finitions de là où on veut travailler. Une ébauche, il prend un brut et il enlève la matière qui est en dessous. Il se débrouille. Voilà. Par contre, de mémoire et d'expérience, entre guillemets, si on crée depuis zéro directement, théoriquement, il est capable d'aller chercher les points lui-même. Voilà. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Normalement, il le prend. Hein. Par contre, il le fait en marche arrière. Pourquoi? Ça, c'est le mystère des logiciels. Donc voilà. Donc une fois que ces opérations sont faites, je peux aller sur paramètre 1, qui est en fait ma pièce, tout simplement, faire un clic droit. Je clique sur régénérer pour être sûr de bien régénérer tous mes parcours d'outils. Je vérifie que je n'ai pas de petits symboles d'explosion, donc que tout est OK. Et de là, je peux refaire un clic droit et je fais une simulation. Et là, il va me simuler toute l'opération. Donc, j'ai mon ébauche.
et après l'ébauche, je vais avoir la finition. Voilà. Donc là, jusque-là, tout va bien. Ensuite, on arrive au point qui posait souvent des soucis et qui en posera toujours de toute manière, c'est la séparation de la pièce. Alors, ce qui se passe, c'est que le logiciel, pour aller couper de la matière, si on lui demande de faire une opération en automatique, il va dire « Ok, mais je la coupe où ? Parce que je n'ai pas de matière à couper. » La raison, c'est que mon bruit il s'arrête ici. Donc pour lui, séparer de la matière, ok, mais il n'y a pas de matière derrière. Donc du coup, si je ne lui indique pas et que je ne force pas l'opération, il risque de refuser de le faire. Dans ces cas-là, ce n'est pas vraiment un problème. Il suffit de retourner sur le tournage. On va choisir une séparation. Donc là, j'ai mon outil de tronçonnage. Et mon outil est en outil numéro 3. Donc, je vais modifier, sélectionner l'outil. Je vais le passer en outil numéro 2. D'ailleurs, ma largeur, c'est 3. Je vais le modifier, faire OK. Au niveau des avancées vitesse, c'est toujours chargé depuis outil. Donc, vous voyez que le travail est beaucoup plus lent, c'est 0,05. Vous avez ensuite le tronçonnage. C'est là qu'il faut aller lui forcer la position. Pour forcer la position, il suffit de cliquer sur la flèche de la position du tronçonnage et on va choisir son point d'origine ici. Et mon Z, il est équivalent à 0, ce qui est logique. Ensuite, dans mon entrée-sortie, c'est pareil, c'est déjà tout réglé, donc on n'a rien à paramètre de particulier. La géométrie de dégagement, je m'assure juste qu'elle est bien en automatique. Et dans mes paramètres avancés, je n'ai pas d'arc à transformer, donc jusque-là, tout va bien. On va cliquer sur valider, on va voir s'il nous l'accepte. Normalement, il est bon. Par contre, vous voyez que mon opération, elle est haut. Et ça, c'est pas bon. J'ai un ordre à respecter, puisque si je tronçonne ma pièce avant de l'usiner, forcément, ça ne va pas le faire. Donc, il suffit, comme dans n'importe quelle arborescence, d'aller l'attraper et de le décaler, donc avec le bouton gauche de la souris, et je lâche ici, il va être en bas. Je refais un clic droit, je fais régénérer, et je vérifie que toutes mes opérations sont fonctionnelles. Et là, il me dit rien à couper, erreur de sélection. Donc, je retourne dessus. Je vais devoir aller sur tronçonner. Je vais lui forcer un Z. Donc, je vois un point ici, par exemple. Il me met Z moins 25 maintenant. Donc, en fait, le Z, ça va être moins 26. C'est parce que je l'ai sélectionné à la main. Et ce qui va vous permettre de vous en sortir, je vais vous montrer comment on le récupère relativement facilement. Théoriquement, si je le valide, là, le problème disparaît. Vous vous rappelez que tout à l'heure, on avait les brutes. Et dans le brut, on avait un brut pièce cylindre. Il est ici. J'avais une pièce qui faisait 25 mm de long et j'ai rajouté 1 mm. Donc, ça me fait 26 mm tout simplement. Donc, si le logiciel en automatique refuse de vous valider l'opération, vous le forcez simplement en mettant la longueur du Z, de la pièce et du brut que vous avez renseigné. Donc, ici, 25 plus 1, c'est 26. Et théoriquement, si je vous demande de me faire une simulation là-dessus, il va venir me le couper. Alors, vous voyez comme mon outil ici, il est décalé. C'est-à-dire que j'ai coupé dans la matière. Il y a deux choses, à gauche ou à droite. Et le souci, selon l'outil qui vous a été livré, c'est d'aller le palper. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la discussion si vous n'avez pas à suivre à ce niveau-là. Au niveau du tronçonnage, selon comment l'outil a été créé et selon l'outil que vous avez que vous tronçonnage à gauche, qui sont fixés sur un petit manchon en carré de 10 par 10. On n'a pas vraiment de souci. Si là, on voit qu'on coupe dans la matière, ce n'est pas vraiment un problème. Ce qui suffit, c'est de prendre un pied à coulisse, de vérifier la largeur de son outil à tronçonner. Et dans le G-Pilote, il est du mauvais côté de manière. Normalement, il est censé être à droite. Non, il est à gauche. Donc, je pense que tu n'as pas mis à jour ton visual cam. C'est pour ça que tu as ce bug. Je peux partager ma fenêtre si vous voulez pour vous montrer. Hein. Mais quand on met gauche ou droite hein, sur la dernière version, ça a été mis à jour. Donc, c'était un petit bug. Donc, je t'arrête le partage. Ouais. Je partage le mien. Fabien. Attends, j'arrête mon partage. Ouais, ça va l'arrêter tout seul.
Donc, ce qu'on peut voir, c'est que moi, j'ai fait donc, les mêmes opérations que Fabien. Et au niveau de l'opération de tournage, moi, j'ai un tronçonnage à 27,5 parce que j'ai fait un brut plus grand que lui. Mais ça n'a pas d'importance. Et au niveau de l'outil, j'ai bien un outil de 3,3. Alors moi, je l'ai mesuré à 3,3 le mien, et à gauche. Donc, si on regarde ma simulation, on voit bien le trait du parcours d'outils qui est à gauche. Je vais mettre moins rapide. Hop. Si l'erreur que tu avais, Fabien, si on se trompe de côté, qu'on le met à droite, je n'ai pas fait modifier. Je n'ai pas écouté ce qu'a dit Fabien tout à l'heure. Hop, modifier l'outil. OK. Je valide. Il me le recalcule et on se retrouve dans le cas où tu étais tout à l'heure. OK. Donc, c'est ma version qui n'est pas forcément bien à jour, malheureusement. Voilà. Donc, si on regarde la version, il faut bien se mettre à jour au niveau de… À propos de… En bas. Voilà. Alors, par contre, donc, comme c'était dit tout à l'heure, j'ai demandé à Grégory, on va vous envoyer le lien, les liens pour tout retélécharger pour ceux qui souhaitent l'installer sur d'autres postes ou pour les réinstaller tout simplement, avec donc, les procédures d'installation. Et vous avez les liens de téléchargement direct avec la dernière version pour absolument tout, banque d'outils, etc. etc. Une petite parenthèse, il y a des lycées qui ont un outil adressé charioté qui ne permet pas forcément de faire ce petit cylindre-là en particulier. Alors, attendez, je repartage mon écran. Oui, pardon. Voilà, c'est pas grave. Donc, vous avez des outils adressés chariotés qui ne permettent pas d'aller faire cette petite courbe ici, là, tout simplement. Alors ça, c'est complètement indépendant de la volonté de tout le monde. C'est simplement qu'il y a eu des mises à jour des listes d'outils par les fabricants en fonction des pénuries ou en fonction de tout. Donc, vous en avez qui ont un angle beaucoup plus vif, à 55 degrés, et vous en avez qui ont un angle moindre. Donc, il suffira d'adapter vos profils de pièces par rapport à l'outil que vous avez tout simplement quand vous faites votre dessin. Voilà. Dans la banque d'outils, de toute manière, vous pouvez, donc vous avez l'outil, c'est SDJCL 1010. 1010, en fait, c'est le carré qui soutient l'outil. 55 degrés externe, donc c'est pas extérieur, et c'est 55 degrés d'angle de plaquette. Enfin, la plaquette, elle a un angle de 55 par rapport à la pièce. Donc, dans votre cas, vous vérifiez juste par rapport à votre outil. Si vous avez un souci sur ce point-là, vous n'hésitez pas à nous solliciter et on viendra vous aider. Alors, on ne peut pas prendre la main à distance, malheureusement, avec le J-Precia, mais on pourra vous aider à faire la petite correction pour que vous ayez des outils corrects. Après, pour le tronçonnage, idem. Il y a des lycées, parce que ça a été quelque chose qui a été étalé sur plusieurs mois, qui ont un outil de tronçonnage à droite et d'autres qui ont un outil de tronçonnage à gauche. Vous avez un petit angle qui monte et sur l'outil de tronçonnage à gauche, la pointe, elle pointe entre guillemets vers la droite de la machine, c'est-à-dire qu'elle va bien vous séparer la matière pour couper tout nickel. L'outil de séparation à gauche, ça descend vers la gauche, donc du coup, quand vous coupez, il va vous rester une espèce de tout petit cône. Ça, c'est pas très grave, puisque de toute manière, on enlève toujours à la main, à la chignole ou à la ligne derrière, mais il faut quand même le savoir. Donc ça, éventuellement, je compléterai la petite documentation pour rajouter ces deux petits points dedans. Ce sont vraiment les deux seuls points qui peuvent éventuellement vous amener à vous différencier. Voilà. Mais sinon, sur le reste, il n'y a rien qui change. Tout a été optimisé. Les pièces qu'on vous présente ici, elles seront aussi sur un petit lien de téléchargement. Et dans le guide que j'ai fait pour le tournage et le fraisage, toutes les opérations que je viens de vous décrire, vous avez les captures d'écran, vous avez les détails pour chaque onglet, pour chaque sélection d'outils, pour vraiment tout. Donc, théoriquement, avec ça, vous êtes en mesure de faire un TP quasiment complet pour vos élèves. On a choisi volontairement des formes relativement simples. Après, si vous avez des questions sur des formes complexes, pareil, il faut m'envoyer un mail ou un SMS. La plupart d'entre vous avez mon numéro de téléphone. Et au cas par cas, à ce moment-là, quand j'ai un petit moment, je vous réponds par mail ou SMS et on vous envoie ce qu'il faut. Voilà. Donc, pour ma partie, je pense qu'on est bon. Il reste une chose qui est importante. Donc, quand vous faites des modifications, voilà, très important, il faut bien toujours tout régénérer et ensuite tout exporter. Une raison à ça. On a ici 3 opérations.
on a une ébauche, une finition, un tronçonnage. Il peut arriver, pour tout plein de raisons, que vous soyez planté dans vos paramètres pour l'ébauche. Le cylindre de pièce, il est toujours dans le mandrin. Vous avez de la matière en trop, donc c'est tant mieux, ça veut dire qu'on peut garder la matière, mais vous aimeriez quand même faire cette opération de manière différente en modifiant par exemple la vitesse de travail, peu importe, quel que soit le motif. Vous pouvez, si vous le souhaitez, lancer uniquement cette opération-là. Si je souhaite le faire, il suffit de faire un clic droit et de régénérer. Et une fois que c'est fait, de refaire un clic droit et de choisir le post-processing de cette opération et uniquement de cette opération. Qu'après, on ira mettre dans Gpilote. Et du coup, il n'y aura que cette opération qui sera prise en compte. Si par contre, je suis sûr de moi, que tout est OK dans mon programme et que je veux faire ma pièce au complet, je fais un clic gauche ici ou sur usinage. Je clique sur régénérer tout. Il faut bien que j'ai le tout qui apparaisse, sinon ça veut dire que tout n'est pas sélectionné. Et quand j'ai tout régénéré, donc il régénère tous les parcours d'outils par rapport aux origines de pièces, au brut, etc. et au post-processeur. Et une fois que c'est fait, je fais un clic droit et je choisis de faire un post. Le post, il va vous générer le code ISO. Alors ici, il va me mettre pièce, test, tour, tournage, tronçonnage, puisque ma pièce que j'ai importée s'appelait pièce, test, tour. Si par contre, vous exportez une seule opération dans le post, il vous dira pièce, test, tour, underscore, tournage ébauche ou tournage finition ou tournage tronçonnage. C'est-à-dire qu'il va vous rajouter automatiquement le nom de l'opération. Donc ici, je fais le choix de créer le fichier ISO. Et mon fichier ISO, il va me le faire apparaître. Et à partir de... Alors vous ne verrez pas puisque sur l'écran n'est pas partagé. Vous l'avez en format bloc-notes. Et il va vous permettre de vérifier, pour ceux qui connaissent un petit peu l'usinage et les codes ISO, de vérifier ce qu'il y a dedans, de vérifier les différentes opérations. Et une fois qu'il est fait, c'est Grégory qui prend la main, c'est-à-dire qu'on va l'ouvrir, ce fichier, on va l'importer dans Gpilote. Et Gpilote, c'est lui qui va piloter la machine. Voilà. Alors, Joël, les questions et réponses. Tu peux enlever ton partage d'écran. Si Cyril, tu peux mettre la vidéo en grand. Alors, j'ai une question, par contre, rapidement. Comment faire un filetage? Alors, le filetage, eh ben, il faut tout simplement aller le créer. Il faut créer son profil de filetage. Et ensuite, le fileter avec l'outil à fileter extérieur. Vous en avez un qui vous a été fourni avec les plaquettes. Par contre, attention, c'est du filetage extérieur. Il fait aussi le filetage intérieur. Par contre, pour le filetage intérieur, vous risquez d'être un petit peu embêté, puisque pour ça, l'alésoir, je crois qu'il faut avoir un perçage de 12 pour aller aléser dedans. Et après et surtout, vous passez votre outil à fileter. Donc, ça fait quand même un très gros filetage inter. Sur les ronds de matière que vous utilisez au niveau éducation, je ne dis pas que ça vous arrivera jamais, mais ça sera très, 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 très rare. Par contre, là, on ne va pas avoir le temps de détailler le filetage sur le webinar. Ce que je peux proposer, c'est, en collaboration avec Grégory, c'est de le rajouter sur le manuel d'utilisation, qui est divisé en entre les 4 chapitres. Vous avez installation et paramétrage pour Gpilote, pour VisualCAD, etc. Et ensuite, vous avez l'utilisation fraisage VisualCAD Gpilote et l'utilisation tournage VisualCAD Gpilote. Donc, éventuellement, on pourra en parler la semaine prochaine aussi. Voilà, on rajoutera ça dedans, il n'y a pas de souci. Je prends note et je rajoute. Bon, bah, à toi, Grégory, sauf s'il y a des questions avant. Non, mais on y reviendra après. On va essayer de dérouler comme on avait prévu déjà. Cyril, donc si tu peux mettre mon écran en grand et toi, Fabien, enlever ton partage. OK. Voilà, pour le partage carrément. Donc, pour le tour, donc, comme le disait Fabien, on a plusieurs choses. On a nos outils. Donc, concernant nos outils, on a sur la machine, dans Usinage, changer un outil, on peut changer les numéros d'outils. Donc, si je prends l'outil numéro 1, on va voir la tourelle qui va tourner. Cet outil, je peux le mesurer. Donc, pour le mesurer, au niveau du tableau d'outils, il faut que je fasse mesurer. Donc, vous le voyez de très loin, un tout petit, et je préfère laisser le zoom sur la machine. Donc, si on fait mesurer, on nous demande si on veut régler la pointe de l'outil. Donc, la pointe de l'outil, je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire, hein, mais on vient régler finalement la hauteur de notre outil.
Une fois qu'on a fait ça, ce qui est très important, ce que normalement Fabien vous a montré pendant la formation, c'est qu'il faut placer le palpeur avec la porte fermée. Grégory, on a un petit problème d'écran là. On va essayer de le résoudre. Il y a toujours l'écran noir. Je vois bien l'écran du tour. Hein. Ouais, mais les spectateurs. Ouais, mais nous, on est administrateur. Ouais, les spectateurs, j'ai l'impression qu'ils ont l'écran noir. Alors, vu spectateur sur l'écran, galerie. Ok. Là, c'est OK. D'accord, c'est bon alors. On peut continuer. OK. Donc, une fois qu'on a fait ça, ça nous dit qu'il faut qu'on place le palpeur. Donc, on place notre palpeur d'outil. Ensuite, bien refermer la porte et cliquer qu'on a mis le palpeur d'outil. Si vous validez alors que la porte est ouverte, vous allez avoir un message derrière, vous allez être obligé de redémarrer la machine. Donc, il faut bien être rigoureux là-dessus. Il faut ensuite donc choisir les palpeurs. Donc, comme vous a formé Fabien, on prend toujours le palpeur 1 et 2. Donc, quand on est face à la machine, face au tour, c'est le palpeur de droite et du fond. Et on valide. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que je me place. Donc, j'aille sur mon palpeur. Ouais, je peux mettre t'interrompre. Est-ce que tu veux que je lance Gpilote sur ma machine et que je partage mon écran aussi pour montrer Gpilote ou éventuellement montrer après? Alors, je le remontrerai après, je referai l'explication en parallèle. Et peut-être que Cyril pourra faire un montage pour regrouper les deux par la suite. Donc, sur la machine, je viens, il me dit qu'il faut que je palpe sur la pastille du fond. Donc là, il faut que je me mette un petit peu devant mon palpeur. Et ensuite, je fais lancer la mesure. Donc, vous allez voir la tourelle qui va venir sur le palpeur. Donc, ça c'est fait automatiquement. Maintenant, il faut que j'aille palper sur mon capteur numéro 2. C'est écrit sur l'ordinateur de Gpilote. Il n'y a pas... Il y a quelqu'un qui a un écran noir. Donc, s'il a un écran noir, c'est qu'il n'a peut-être pas cliqué sur le bon onglet. Il faudrait qu'il puisse ressortir et resélectionner la bonne fenêtre. Il a dû sélectionner ma fenêtre que je ne sais que parler. Et donc ensuite, on se place et on lance la mesure. Donc, une fois qu'on a terminé de mesurer l'outil, un retour rapide à l'origine est nécessaire, oui. Y a-t-il un risque de collision? Non. Donc, ma machine repart au fond. Donc, cette étape-là va permettre à la machine d'écrire la bonne longueur d'outil. Donc, voulez-vous ranger le capteur d'outil? Oui. Il me dit que là, je peux ouvrir la porte, le ranger et refermer. Et là, je valide. Donc, maintenant, je vois que mon outil 2 est bien mesuré. C'est-à-dire que la jauge est validée à droite. On pourra le montrer tout à l'heure à Fabien. Oui. Une fois que j'ai fait ma mesure d'outil, ce qui va être important de faire, c'est de trouver le Z0. Donc, ce que vous a montré Fabien, c'est trouver la petite cible qu'il a créée sur le logiciel. Il va falloir faire cette petite cible aussi sur la machine. Donc, il va falloir que je me déplace. Alors, quelque chose que j'avais fait systématiquement, c'est que j'avais proposé d'aller se mettre au Z0 avec l'outil adressé charioté. Normalement, si vous faites avec n'importe quel outil, dès lors que la jauge est faite, il doit prendre en compte le bon Z0. Je ne sais pas si c'est le cas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. OK. Donc, une fois qu'on s'est positionné vraiment au bon endroit où on veut faire notre Z0, comme sur le logiciel, ce qu'a fait Fabien tout à l'heure, il faut qu'on fasse pop Z. Ça enregistre le 0. D'accord? Alors, ça sur la fenêtre que vous voyez au loin là-bas, derrière l'ordinateur, derrière le tour. Une fois que c'est fait, on a fait notre mesure. Donc là, j'en ai mesuré un outil. Il faut faire la même chose pour les deux outils. Une fois que j'ai fait mon origine, j'ai passé mon brut dans la tourelle.
il ne me reste qu'une chose à faire, c'est charger mon programme. Donc, celle qu'on a générée tout à l'heure avec Fabien. On fait ouvrir et appuie sur le bouton vert. Donc, là, un retour rapide à l'origine est nécessaire, oui. Est-il un risque de collision? Non. La machine, elle veut forcément partir de zéro. Donc, elle revoit au début. Là, elle prend le premier outil et va l'usiner. Donc, moi, c'est un morceau d'aluminium. Donc, la première opération qu'on a vue avec Fabien, alors vu que c'est de l'aluminium, j'ai fait plusieurs petites passes. Donc, c'est la première passe. Et à chaque fois, on va faire plusieurs petites passes pour avoir la forme de la pièce ébauchée. Là, on a l'usinage, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7 passes. Je suis parti d'un brut un peu plus grand. Par contre, ça serait bien indiqué la vitesse de travail au niveau du tronçonnage sur l'alu avec l'outil qui a été livré, parce qu'il faut aller vraiment tout doucement avec celui-là, sur l'alu. Je ne sais pas combien tu as mis. Je suis allé à 0,04. Ok. Et j'ai mis que 20 à vitesse de coupe. On va le faire avec. Ça. Donc, vous ne l'entendez pas, mais au niveau de la rotation, plus je vais vers le centre, plus le mandrin tourne vite. On l'entend, moi je l'entends accélérer. Okay. Oui, on a une question sur, pourriez-vous expliquer à nouveau la prise du Z égale 0? Z égale 0 est sur le bout du Ok. brut. Or, l'outil n'a pas touché la pièce lors de la manipulation. Parce qu'en fait, on peut choisir de procéder de deux manières. Soit on va faire le Z0 et en manuel, on fait un petit dressage de la face, c'est ce que j'avais montré dans la plupart des cas. Ou alors, si on le souhaite, si on n'est vraiment pas sûr de soi, on va rajouter un brut beaucoup plus long que ce qui dépasse, 3, 4, 5 mm, et on approche juste l'outil à 2 ou 3 mm de la face qu'on va commencer à dresser. Et du coup, on reste dans ces fameux 5 mm de brut qui sont en complément. On va dire que c'est en fait une petite sécurité complémentaire pour éviter d'aller faire toucher l'outil. Alors, si on est sur de la matière tendre, on peut amener le Z0 en faisant vraiment toucher ou effleurer l'outil sur la pièce, en faisant tourner le mandrin. Et si on est sur de l'alu
et qu'on a peur d'abîmer la pointe de l'outil, de la pointe coupante, à ce moment-là, dans le programme, on rajoute 3 mm de longueur au brut, à droite, donc il dépasse de la pièce. Du coup, tant qu'on amène l'outil à moins de 3 mm du bout de la forme à usiner, c'est-à-dire du rond de matière, ben on est bon. Voilà. Ça sera un peu plus long, l'opération sera un peu plus longue, mais voilà. Ça fera des petites passes à vide, ouais. Voilà. Moi, je peux remontrer sur la machine comment elle se fait. Ouais. Voilà. Alors là, je pense que la raison de cette question, c'est parce que quand je faisais les formations, je faisais dresser la face à la main, juste un tout petit dressage pour enlever un peu de matière et avoir un Z0 vraiment pile poil sur le brut. Moi, une fois que je fais un 0, si on veut refaire une pièce, il suffit de remesurer entre le membrane et ce qu'on avait sorti la première pièce pour pouvoir en refaire une autre. Si on veut faire plusieurs pièces. Ouais, mais comme on n'utilise pas la contrepointe, ça fait beaucoup trop de matière en longueur et ça a tendance à vibrer. Par exemple, moi, j'ai sorti ma pièce de 40 mm. Donc, si je veux faire une autre pièce, je ne fais que desserrer le membrane, ressortir ma pièce de 40 mm. Donc là, ça a terminé. On a vu la phase de finition. Et là, on va faire notre soin. Donc, on a deux technologies d'outils. Vous avez un outil à plaquette, qui était le premier. Et là, c'est un outil HSS. Donc, on tourne vraiment moins vite. Et ça, au niveau de la coupe, on avance. Alors, je réponds à la question qui est posée. L'origine Z0 de la machine, en fait, il n'y en a pas. C'est l'origine Z0, c'est l'origine qui est au bout du morceau de brut. C'est l'origine qu'on fait à la machine. Voilà. Alors, il y a le petit téton, hein, comme tu disais, à expliquer. Après, on a la pièce là, elle a mis. Et le diamètre du petit téton qui reste, il va être fonction du réglage de la hauteur d'outil. Donc, comme j'avais expliqué pour l'information, dans un monde idéal et en usinage traditionnel, la hauteur de l'outil, on le fait avec des petites plaquettes qu'on vient intercaler sous l'outil, c'est-à-dire directement dans le porte-outil. Sur cette machine, on peut le faire aussi par rotation de la tourelle. Il faut que ça reste très, très, très léger, parce que quand on fait tourner la tourelle, on modifie l'angle de la plaquette par rapport au matériau, évidemment. Donc, il faut que ce soit vraiment très, 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 très léger. Quelques dixièmes de millimètre, c'est déjà beaucoup. Voilà, mais on peut le régler et l'affiner si on le souhaite. Ça marche plutôt pas mal. Avec tous les tests que j'ai faits dans tous les lycées, franchement, on avait des moments où on arrivait même à couper la pièce quasiment nette. Il y avait un micro tétouille qui restait, mais vraiment tout petit, quoi. Voilà. Oui, après, on est prévu pour des barreaux de 10, des carrés d'outils de 10 par 10. Donc, si vous prenez du 10 par 10, l'angle que vous allez mettre pour réajuster la hauteur de pointe, ça va être, comme dit Fabien, des petits pouillèmes. On sait que mécaniquement, ce n'est pas très catholique, mais c'est une manière simple et efficace de régler le problème, on va dire, sans avoir des jeux de cale de partout et de se prendre la tête dessus, quoi. Là, si je ressors ma pièce, je la ressors par là. Hop. Si je veux faire une origine, donc comme disait Fabien, je prends mon outil, donc numéro 1, je change mon outil, hop. Ouais, donc là, pour répondre à la question de LT, j'ai juste les initiales. Donc là, on va prendre le Z0 sur la face du brut. Oui, en fait, il faut faire la même chose que ce que vous avez prévu sur le logiciel. Donc, ce qu'a fait Fabien tout à l'heure, c'est qu'il a mis l'origine à l'extrémité droite du brut. Donc, sur la machine, il faut qu'on fasse la même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est que où on se positionne, et comme Fabien disait, lui, il avait prévu 1 mm de marge. Donc, je viens juste à l'œil, je me tiens à 1 mm de mon brut. Alors, une fois que je m'approche doucement, après, j'aime bien passer à l'incrément 1 mm ou 1 dixième. Ça vous permet au moins d'avancer par
par petits mouvements et de ne pas avoir de risque de collision. Donc là, je me suis mis à l'extrémité, à 1 mm, je ne touche pas ma matière. Et en fait, c'est au niveau du G-Pilote, il faut juste faire Pop Z, enregistrer la nouvelle origine. Et mon 0 va être à cet endroit-là. Donc là, je fais Pop Z, ma valeur a changé, enregistrer la nouvelle origine, et en retour rapide à l'origine, oui. Y a-t-il un risque de collision? Non. La machine repart au fond. Donc, pour rappel, les retours à l'origine, c'est toujours d'abord vers le fond et ensuite à droite. Oui. Je ne sais pas si j'ai mon G-Pilote pour pouvoir montrer. Après, sinon, je l'ai, G-Pilote, je peux partager mon écran. Tu as le G-Pilote tour? Si tu as le G-Pilote tournage, ouais. Je les ai tous, ouais. Alors attends, je vais le lancer. C'est juste pour montrer la fenêtre sur laquelle j'ai cliqué. Hein. Ouais. Voilà, je vais lancer mon G-Pilote tout, il est là. Utiliser G-Pilote sans charger un petit d'usinage, sans machine connectée, oui. Hop, le temps de l'amener sur mon autre écran. Hop. Voilà, là j'y suis. Je vais récupérer le partage d'écran. C'est celui-là. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Moi, oui. C'est bon? OK. Donc, ici, donc dans le G-Pilote, là, ouais. Voilà. Donc, on peut charger l'outil. Alors, je remonte en haut dans usinage. Je fais changement ou chargement d'outil si je le souhaite. Je peux prendre donc l'outil numéro 1. Il suffit de mettre 1 et de faire exécuter le chargement. Il va faire tourner la tourelle pour récupérer l'outil numéro 1. Ensuite, je vais sur le petit panneau de contrôle, qui est le tableau de bord. Et doucement, au début en continu, avec une vitesse moyenne, ça c'est vous qui l'avez à gérer, je vais déplacer mon axe Z. Je vais venir un petit peu devant la pièce, enfin devant le rond de matière à l'œil nu. Je reviens un petit peu en X pour rapprocher du centre ou de l'extrémité du rond de matière. Et là, j'ai deux options. Soit je m'approche visuellement à moins d'un millimètre, mais à ce moment-là, je baisse ma vitesse au maximum, ou je passe en tout petits incréments, 1 mm ou 0,1 mm. Si c'est de la matière tendre, du plastique, 1 mm, c'est bon. Si c'est de l'alu, 0,1. Sinon, vous risquez d'abîmer la plaquette sérieusement. Et à partir de là, j'ai deux choix. Soit j'ai mis une petite marge d'erreur de brut de 2 ou 3 mm, ou même d'1,5 mm dans mon logiciel, et je m'approche juste sans toucher, et je clique sur Pop Z ici. Donc, j'enregistre ma position Z. Ou alors, j'ai décidé, comme je l'avais montré dans certains lycées, de faire un petit dressage de la première face. Donc, je me mets vraiment à l'extrémité, tant que je peux, de mon rond de matière, en étant un tout petit peu avant, donc un petit millimètre ou autre. Je lance le mandrin, la broche. Je vérifie qu'il tourne dans le bon sens. Donc, en ce qui me concerne, c'est dans le sens normalement c'est anti-OR. Et donc, grosso modo, quand vous avez la machine devant vous, le mandrin, quand il tourne, il va du bas vers le haut, visuellement par rapport à vous. C'est-à-dire qu'il tourne dans le sens anti-OR. Horaire, pardon, autant pour moi. Il faut partir à vitesse broche, il faut partir à moins, le curseur vers la gauche. Voilà, curseur vers la gauche, et vous mettez à peu près, alors entre moins 500 et moins 700, ça fait le boulot, moins 600 si vraiment vous ne savez pas. Et là, vous pouvez vous rapprocher. 900, c'est bien. Ouais. Voilà. Vous pouvez vous rapprocher par tout petits incréments ou en vitesse continue tout doucement jusqu'à ce que l'outil effleure la matière et, avec le Z. Et dès lors qu'il effleure la matière, à ce moment-là, vous faites une passe en X dans un sens et dans l'autre pour aller au moins jusqu'au milieu de la matière et revenir. Et là, vous pouvez arrêter la broche, vous enregistrez le Pop Z et là, vous avez un Pop Z vraiment au pouillème avec une face qui est déjà plus ou moins dressée. Au plus, donc on aurait pu mettre du coup un brut avec une surépaisseur de 0 mm
quand on a fait le dessin. Voilà. Mais ça, c'est uniquement si on souhaite dresser la Ouais, face avant. c'est ça. Le mieux, c'est de laisser un brut toujours un peu plus long dans le logiciel, 2, 3, 4 mm, comme ça, vous amenez l'outil à peu près devant, le plus proche possible, sans chercher à toucher la matière, parce que c'est dur avec le capot fermé, il faut le reconnaître. Et là, vraiment, vous êtes sécurisé à fond. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur Gpilote pendant que j'y suis? Je regarde la petite truc de discussion. Oui, c'était clair. Ok. Juste une précision. Donc, vous avez le tableau de bord ici, et ici, vous avez la gestion des jauges des outils. Pour les jauges des outils, si par exemple, une fois que vous avez tronçonné votre pièce, qu'elle est censée faire 25 exactement de long, et qu'elle en fait, je ne dis pas, par exemple, 26, ce n'est pas très grave. Il vous suffit de corriger la jauge de l'outil numéro 2, puisque c'est l'outil à tronçonner. Donc, pour ce faire, il suffit de dévalider la jauge et de rentrer la correction sur le Z, qui peut être en négatif ou en positif selon le résultat que vous avez. Soit c'est trop long, soit c'est trop court. Donc là, ce que vous faites, vous marchez par 0,5 mm ou 1 mm pour voir la différence et vous refaites une pièce et très rapidement, vous aurez la pièce qui va bien. Vous avez la même chose possible sur le diamètre. Si votre pièce, au niveau du diamètre, elle est censée faire 20,00 et que vous vous trouvez avec du 20,5 par exemple ou 20,3, vous pouvez faire une correction de diamètre éventuellement. Et ça vous permet de corriger en temps réel, pas en temps réel, mais d'une opération sur l'autre, de corriger votre diamètre final de pièce pour avoir une pièce qui soit conforme à votre mise en plan et à vos côtes. Moi, j'ai 24,95 sur la pièce. Voilà. Pour normalement 25. Voilà, donc tu pourrais compenser à 0,05 si tu le souhaites. C'est ça. Voilà. Et donc ensuite, nous attendons vos questions. Ouais, je pense que c'est pas mal là. Ouais. Après, donc, Fabien, on a vu pour mettre tout, il mettra tout en ligne pour les liens de téléchargement et les tutos. J'ai déjà les docs. Et après, il y a la vidéo qui arrivera un petit peu plus tard. La vidéo sur le fraisage, elle va être mise en ligne demain probablement. D'accord. Le tournage, probablement début de semaine prochaine. Et puis il restera la dernière session sur l'exploitation pédagogique. Des exemples de projets pédagogiques qu'on peut faire sur les Charlie. Donc ça, c'est pour lundi prochain jour. Ok. J'en profite pour deux choses. Des questions qui m'ont été posées hier par un professeur. Charlie Graal, on ne l'utilise plus. C'est Visual CAD qu'on utilise maintenant. Donc, il n'est pas nécessaire de l'installer. Et si pendant l'installation de Gpilote, il vous propose l'installation de Charlie Graal, vous dites simplement non. Deuxième chose, il est tout à fait possible de faire cohabiter le Gpilote pour le tour et le Gpilote pour le fraisage sur un seul et même ordinateur. Par contre, attention, c'est bien précisé dans les petites notices que vous allez avoir, il faut bien les installer dans deux répertoires différents, avec deux noms différents. La raison est très simple. Vous avez des fichiers gpilote.ini et lastmachine.sha qui sont deux fichiers qui concernent uniquement le tour. Parce qu'en fait, dedans, le tour, il est calibré avec le palper à l'usine par mécanumérique et tous les paramètres sont dedans, dans ces deux petits fichiers. Donc, dans les clés USB que vous avez avec les machines, faites très, très attention. Vous avez ces deux fichiers-là qu'il faut conserver vraiment précieusement. Et quand vous installez le Gpilote pour le tournage, il faut bien aller installer ces petits fichiers. C'est expliqué dans la notice, mais il faut bien y penser à chaque fois. Si vous faites ça, vous n'aurez aucun problème puisque le tour est géré par un fil Ethernet direct et la fraiseuse par une petite interface USB TTL 232. Donc, du coup, on peut les faire marcher sur le même PC sans aucun problème. Si vous êtes deux PC séparés, la question ne se pose pas. Voilà. C'est bien expliqué, c'est détaillé, mais comme on m'a reposé la question hier, j'ai préféré répondre. Donc, Charlie Graal, on ne l'utilise plus, il n'y a pas lieu. Voilà. Bon, pas de questions depuis tout à l'heure, donc je pense qu'on a été assez clair. Et
puis, on se revoit pour ceux qui sont disponibles lundi 15h. On sera le 17. Ok. Pour le 17, le programme, juste question tournage, fraisage, tournage uniquement ou... On va en parler un peu avec... Ouais, en fonction, si tu as des questions, que les personnes t'envoient les demandes par mail. Ouais, ça serait bien que tous les professeurs qui ont assisté aux différents webinars, s'ils peuvent envoyer leurs questions par email, comme ça, avec Grégory, on peut préparer la chose. Et on essaiera d'être au moins le plus clair possible le jour du webinaire. Ouais. Ok. Parfait. Bonne fin de journée à tous. Et puis à lundi prochain. Merci, à lundi. Au revoir. Merci, au revoir.